Prendre l'heure citoyenne, il est 19h33. Donc pendant cette heure citoyenne, et on veut en faire un rendez-vous pour permettre la concertation, la discussion et avec le public. Alors évidemment, c'est un jour singulier aujourd'hui puisque nous n'avons pas de public. Donc, mais le public, en fait, nous écoute. Il peut poser des questions. Il peut le faire de deux manières. Il peut le faire sur YouTube à travers le chat, c'est-à-dire le chat Top Chat. En tout cas, c'est écrit comme ça sur mon ordinateur. C'est un bandeau de conversation qui se trouve à droite, en ce qui me concerne, dans lequel on peut écrire et poser des questions. Ces questions seront retranscrites à l'oral par Monsieur Pourret, qui va surveiller le chat pendant toute la présentation. Vous pouvez aussi le faire par téléphone, ceux qui auraient des problèmes avec les ordinateurs, en téléphonant au 04 76 41 69 75. Et au bout du fil, vous aurez quelqu'un qui prendra votre question et l'inscrira dans le chat. Voilà comment techniquement les choses vont se passer. Ce que je vous propose, c'est que nous ayons d'abord une petite présentation d'une vingtaine de minutes, me semble-t-il. Melville, c'est ça, d'une vingtaine de minutes, et ensuite une discussion à partir de cette présentation. Donc voilà, c'est moi qui passe les diapos. Donc c'est moi qui vais commencer en introduisant le sujet. Donc, ce que nous démarrons dès le début de ce mandat, c'est de vouloir rénover de manière exemplaire un groupe scolaire de notre ville. Vous le savez, nous avons 5 groupes scolaires dans cette ville, et certains sont anciens, et les maintenances lourdes des groupes scolaires nécessitent de forts investissements, et il y a bien longtemps que ces investissements n'ont pas été faits. Donc c'est ce constat qui nous a amené pendant la campagne municipale à proposer aux Mélanais de rénover un groupe scolaire. Et c'est ce que nous lançons dès le début de ce mandat, car la rénovation d'un groupe scolaire prend du temps. Et ce que nous voulons faire ce soir, c'est dès ce premier vrai conseil municipal, puisque nous avons eu, c'est vrai, au mois de juillet, quelques conseils municipaux, mais là nous sommes maintenant dans le cœur du sujet, c'est de présenter à l'occasion de ce premier conseil municipal ce projet. L'enjeu est de plusieurs sortes. Il est d'abord avant tout citoyen, puisque l'éducation est importante pour les enfants. C'est à l'école maternelle et à l'école élémentaire qu'on apprend à être citoyen. Il est écologique, puisque nous voulons, à l'aide de cette construction, reconstruction, rénovation, être exemplaire, et nous allons en parler. Et bien sûr, il est aussi social et solidaire, puisque quand on refait, et urbanistique aussi, quand on refait un groupe scolaire, ça a des implications pour le quartier. Donc, c'est un peu, c'est le 6 mars 1956 que tout cela a commencé, donc il y a longtemps, hein, puisque c'est dans les archives de la commune que nous avons pu trouver, enfin pas moi, mais les gens qui ont cherché, l'acquisition d'un terrain pour création d'un centre administratif et scolaire. Donc
Ce terrain a été acquis pour 10 000 m². C'est toujours moi qui parle, là, Melvin, ou c'était toi? Non, c'est moi encore? Ok. 10 000 m² afin de pouvoir créer un centre administratif qui est donc une annexe de la mairie, un bureau de poste, et puis des écoles maternelles et primaires qui étaient le pendant de l'école et de la mairie qui se trouvait située dans le Haut-Mélan. Donc c'est un projet de type d'école avec 3 classes, 2 logements et les annexes, préau et sanitaire. Donc c'est intéressant de relire tout ça. Donc voilà, nous allons 1956, donc 60 ans, plus de 60 ans, 65 ans après quasiment, faire des délibérations de ce type-là, et non plus cette forme, hein, une belle écriture hein, quand même. Hein. Donc voilà. Donc il y a eu des discussions, je ne sais pas si elles ont été enregistrées comme aujourd'hui. Donc la commune s'engage à voter annuellement les crédits d'entretien. Voilà. Enfin, le conseil municipal, considérant les conditions d'urgence de la construction et sa conformité à un projet type agréé par le ministère de l'Éducation nationale, après concours et accord d'un engagement de l'entreprise demandant à monsieur le préfet d'accorder la dispense d'adjudication publique, celle-ci étant incompatible avec les conditions imposées. Donc voilà une photo que je vous invite à regarder, qui est intéressante, qui date de cette époque, où on voit ici la rue des Éguinards, et ici serait l'avenue de Verdun, et vous pouvez voir l'école des Éguinards, qui a été construite très tôt dans ce quartier. Et donc dès 1956 et 57, voilà. Donc c'est une photo intéressante. C'est monsieur Paul Fine qui était maire quand cette décision a été prise. Donc là, on a de nouveau une photo où on voit le gymnase, cet immeuble qui est toujours là, et cette école, et puis donc la place du marché ici, et les immeubles qui se trouvent maintenant rue Champ-Rochat. Voilà une photo de l'école. Voilà. Et elle a été déjà améliorée, amendée, et ça s'est fait en 1971 avec un concours d'idées. C'était sous la municipalité Gilet. Donc, eh bien, aujourd'hui, voilà l'école telle que nous la connaissons. Bien sûr, parmi les conseillers, je pense qu'il y a pas mal de conseillers qui ont eu leurs enfants qui sont allés dans cette école, un peu maternelle et élémentaire. Donc, notre équipe a confié à Melvin la conduite de ce projet, donc qui va se dérouler sur l'ensemble du mandat et qui commence aujourd'hui. Donc c'est Melvin qui va, donc puisque c'est lui qui va conduire ce projet, il va nous en parler ce soir. Melvin. Bonsoir, merci Philippe. La philosophie du projet, une rénovation de qualité pour un avenir accessible, convivial et durable. Qu'est-ce qu'un grand projet éco-responsable? Il s'agit déjà d'une volonté politique, le programme de campagne. Vous nous avez élus pour ça, choisi pour notre programme, pour ce projet éco-responsable. L'idée est aussi de redynamiser Mélan dans son patrimoine, satisfaire le bâti mélanais aux exigences actuelles. Vous, les Mélanais, aux exigences des Mélanais et aux exigences législatives. Donc réaliser de manière éco-responsable, qu'est-ce que nous entendons par là? Il y a une approche contextuelle, une volonté politique déjà, des contraintes et des règles, dans le sens des règles sur lesquelles nous appuyer pour pouvoir aller de l'avant, ces règles législatives, et aussi une urgence écologique.
Il y a aussi une notion d'exemplarité des projets. Pour l'exemple, une vitrine mélanaise pour la métropole et pour le Grésivaudan, excusez-moi, sachant que Mélan est à la jonction des deux faces urbaines, des deux bassins urbains. Mélan doit être exemplaire et avoir une longueur d'avance. Un fort esprit collectif, nous portons et porterons le projet ensemble avec les Mélanais, car le projet est mélanais et pour les Mélanais. Concernant le cœur de quartier, il s'agit d'encourager les vivre ensemble, augmenter l'offre en équipement public et en qualité de vie. Un équipement public d'importance pour un fort besoin fonctionnel et structurel. Et enfin, réaffirmer la fonction éducative, parce que c'est un projet pour les adultes et surtout pour les enfants qui passent 8 heures par jour dans ce bâtiment-là, et pour leur bien-être en conséquence. Pour cela, je passerai la parole à Madame Julie Gignoux, qui est la directrice de l'école, actuellement la directrice de l'école Mi-Plaine, qui fera propos sur un travail pédagogique, va illustrer ce point à travers un projet qu'ils vont mener avec l'équipe pédagogique, un projet éducatif, architecture, qui porte le nom de Mon école idéale. Donc, je vais lire ses propos. Il s'agit d'un projet départemental proposé par l'Éducation nationale qui est lié à l'architecture. Nous avons décidé de nous en emparer. C'est un projet qui a du sens à 2 points de vue. D'abord, en résonance avec le projet de rénovation actuel. Et ensuite, il est intéressant de faire réfléchir les enfants sur ce domaine. L'architecture est une forme d'art que les enfants connaissent moins. Le projet est pédagogique et bénéfique pour les enfants de Mélan. Ce projet repose sur les 3 axes de la politique municipale: la démocratie, l'écologie et la solidarité. Je vais laisser la parole à Véronique pour la suite. Véronique Claire, adjointe. Ça y est. Donc moi je vais vous faire un... Pardon. Faut que je m'entraîne. Moi je vais rappeler rapidement pour commencer les compétences, les différentes compétences État-commune. Donc l'État, bien évidemment, est en charge des programmes scolaires, des diplômes et de la gestion du personnel enseignant. Par contre, la commune, elle se charge des écoles publiques établies sur son territoire. Elle est propriétaire des locaux. Elle construit et reconstruit, ce qui nous amène au projet d'aujourd'hui. Et elle se charge des réparations. Elle est en charge des crédits d'équipement, de fonctionnement, d'entretien. Elle organise la restauration scolaire et le temps périscolaire. Alors, comme le disait Monsieur le maire, l'école Mi-Plaine, elle a été construite sur un modèle des années 50, donc avec un long couloir qui dessert les salles, une façade plein sud et une cour totalement goudronnée. Donc, pour l'école du XXIe siècle, les besoins ont un peu changé. Donc, les écoles aujourd'hui, elles ont besoin de plus grandes salles, au moins 70 mètres carrés, avec des espaces aménagés, des espaces qui sont définis mais modulables, donc des espaces bibliothèques qui existaient déjà mais qui étaient moins définis, espaces bibliothèques, espaces informatiques, espaces de travail en petits groupes, des espaces partagés aussi. Un autre point important, c'est la circulation. On a vu avec la crise sanitaire que plusieurs entrées et sorties, enfants et adultes, étaient indispensables. Le changement climatique aussi, qui est une nouvelle donne, qui n'est pas très récente, mais qui change les choses. Donc l'obligation de repenser le bâti. L'apport de lumière ne doit pas systématiquement venir de fenêtres exposées plein sud, en plus de la chaleur. Et puis les cours de récréation, les cours d'école. Donc l'égalité filles-garçons, qui est un enjeu sociétal important. Qui doivent permettre aussi une meilleure répartition des filles et des garçons dans l'espace.
Et donc, il y a plusieurs moyens pour ça. Il y a les terrains de jeu collectifs, il y a les activités sportives qui sont du coup plus installées sur la totalité de la cour, mais sur une largeur de la cour. Des zones calmes et délimitées avec du mobilier modulable, des espaces végétalisés, des recoins qui entraînent la détente et la discussion. Donc on sait que la mixité et l'égalité dans les cours d'école, ça aura un impact en fait sur la vie d'adulte après de ces enfants. Voilà, il y a le développement durable aussi, qui est un élément important. Les enfants, ce sont quand même des acteurs du développement durable. Donc en lien avec l'éducation nationale, là le projet, le projet de construction, il sera en faveur de la biodiversité et on installera un projet vraiment pérenne. Voilà. Et le dernier point aussi que je voulais aborder sur la nouvelle école, c'est la mutualisation. En fait, au jour d'aujourd'hui, les écoles, elles servent 140 jours par an et elles sont fermées le reste du temps. Donc ça, c'est quelque chose maintenant auquel on est obligé de penser. Donc, lors de la rénovation, la mutualisation des espaces, que ce soit les bâtiments ou la cour, devront être pensés pour être partagés. Donc, il y a l'accessibilité, il y a l'aménagement qui doit correspondre à divers usages. Voilà, tout ça, ça doit être pensé dans le futur projet. Voilà, c'était un tour un petit peu rapide des besoins auxquels il faudra penser pour la rénovation de cette école. Et puis maintenant, je laisse la parole à Antoine Naillon. Oui, alors merci Véronique. Donc j'interviens là particulièrement en tant qu'élu de quartier de Eguinard. Donc le projet de rénovation de l'école Mi-Plaine a une ambition éducative, mais il a aussi une ambition sociale en s'inscrivant au centre du quartier des Eguinards. Et donc évidemment, l'école est située en bordure du parc des Eguinards. À proximité, nous retrouvons aussi un gymnase, des LCR, par exemple, comme la salle audiovisuelle, un point accueil-jeu, une bibliothèque. Il y a également dans le périmètre des commerces, la place du marché. Et donc, nous souhaitons un projet réfléchi au niveau du quartier, qui soit structurant pour la vie de quartier, tant sociale qu'économique. Et aussi, bien qu'il soit au centre du quartier des Eguinards, le projet va aussi rayonner sur les quartiers voisins de la Plaine Fleurie, de l'Île d'Amour et de la Revierie qui partagent la même école, la même bibliothèque et le même marché. Voilà, donc nous avons déjà commencé notre démarche de proximité dans le quartier en rencontrant les présidents des deux associations AMPF et Vivre aux Eguinards, donc avec l'objectif de se présenter, mais aussi déjà de faire un premier point sur leurs attentes principales. Et donc durant tout le projet, nous continuerons à impliquer les habitants du quartier. Et donc là, je vais donner la parole à Mathieu Collet, qui est adjoint délégué au... Ah pardon, excusez-moi, je redonne la parole à Melvin. Merci Antoine. Donc dans cet axe de solidarité, ce projet se fait aussi en partenariat avec une entité de l'université Grenoble-Alpes, avec le partenariat de Monsieur Gilles de Novarina, qui est professeur d'urbanisme à l'ENSAG de Grenoble, École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Avec ses étudiants, il mènera des études, des réflexions, des travaux et des propositions sur l'organisation urbaine de la zone visée, l'agencement, l'organisation, le flux et les trams. Donc nous restons toujours dans cette politique-là, solidarité. Il y a aussi l'aspect écologique. Je passerai la parole à Monsieur Collet. Oui, alors bonjour à tous. Comme l'a dit Melvin et l'a bien introduit, on a une volonté politique très forte sur ce bâtiment, notamment sur l'axe écologique. J'interviens en tant qu'adjoint au patrimoine bâti et membre de la commission écologique. Et du coup, on veut mettre en avant ce bâtiment en en faisant un bâtiment éco-responsable. Donc on va zoomer sur cette diapo, je me rends compte que c'est un peu petit là sur la diffusion. On va zoomer sur la partie énergie, qui est une des sous-briques de l'éco-responsabilité. Mais juste avant de passer sur la diapo, je voulais parler ou introduire un peu ce qu'on mettait derrière le terme éco-responsable. Donc il y a
toute une littérature dessus, on va aller très vite. Le premier point, et qui apparaît pas sur la diapo, mais que je tenais à dire à l'oral, c'est prendre en compte, un bâtiment qui est éco-responsable se doit de prendre en compte la préservation de l'environnement et de la santé depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie. Donc quand on va penser le bâtiment, on va le penser tout au long de son cycle de vie, bien sûr dans sa construction, bien sûr dans son utilisation, mais aussi dans son évolution, si un jour il est amené à être détruit ou à évoluer, à grandir, etc. Et puis il y a un deuxième point qui est intéressant à mettre en avant derrière le terme éco-responsabilité, c'est proposer un réel confort à ses usagers, bien sûr si on fait un nouveau bâtiment, et de chercher à s'intégrer le plus respectueusement possible dans son milieu en privilégiant les ressources naturelles et locales. Donc il y a toute une phase de sourcing, on va dire, pour construire le bâtiment avec des matériaux le plus local possible, pas faire venir des isolants du bout du monde par exemple, et donc il y a tout un travail à mettre en place derrière. Pour les personnes qui aiment les réglementations techniques, la nouvelle future réglementation thermique, la RE 2020, prend en compte une partie de ces critères avec deux notions. La notion énergie, qu'on peut retrouver dans les anciennes normes énergétiques. Et il y a aussi une notion d'empreinte carbone, donc un point qui sera important à prendre en compte dans la construction de ce bâtiment. Sur la diapositive, ici, on a choisi de zoomer sur un point qui est plus facilement appréhendable et présentable sur une diapo, c'est l'énergie. On est parti d'un constat, voilà, là où il y a le petit point, donc le camembert en haut à gauche, on est parti d'un constat. C'est plutôt un bilan qui a été fait par l'ADEME et qui a été publié en 2019 sur les dépenses énergétiques des collectivités locales. Et il a mis en évidence, là, sur le camembert, alors on ne voit pas très bien, mais la plus grosse partie, c'est 71% des dépenses énergétiques des grandes métropoles françaises, donc une vingtaine, je pense, en 2019, dépendent des bâtiments communaux ou métropolitains. Donc on a vraiment une grosse empreinte énergétique des bâtiments communaux, et donc on se veut et on a envie d'être volontariste là-dessus parce que c'est une des grosses empreintes énergétiques des habitants. Et puis sur la droite, le deuxième camembert, on ne voit pas très bien, c'est l'empreinte carbone des habitants. Donc c'est une étude de l'INSEE qui a été faite de 2015 à 2019 et qui montre, alors je pense que c'est un des camemberts en bas à droite, qui montre que les bâtiments publics représentent à peu près un quart de l'empreinte carbone des Français dans leur utilisation. Tout ça mis bout à bout, donc ce constat, notre volonté politique, on a des contraintes réglementaires aussi, je vais aller assez vite parce qu'on en reparlera tout à l'heure lors de la délibération de la SDIE, font qu'on a envie d'être très volontariste sur ce bâtiment et on veut en faire un bâtiment à énergie positive. On ne veut pas simplement rester sur les contraintes législatives ou ce que les normes nous imposent, on veut aller plus loin et donc on en fera un bâtiment à énergie positive. Je te repasse la parole, Melvin. Merci Mathieu. Donc effectivement, cet aspect écologique avec une connexion au réseau de chaleur urbain. Okay. Maintenant, passons la parole à l'aspect démocratique, à Michel Orlac. Oui, bonjour. Donc Michel Orlac, en charge de la démocratie participative, en tandem avec Dominique Pernaud, conseiller municipal délégué à l'évaluation des politiques publiques et au budget participatif. Mes collègues vous ont présenté le lien avec notre politique sur le plan social, sur le plan écologique. Deux mots sur le troisième axe de notre politique sur la démocratie. Ce projet qui démarre est une occasion formidable de se lancer dans un projet de démocratie participative. Et pour ce faire, je m'adresse à tous les Mélanais qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en replay. Parce que le message essentiel de cette diapositive, c'est de dire qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour que vous exprimiez vos besoins en tant que parents, bien sûr. Vous avez donc des enfants qui vont dans une école. Et
mais aussi en tant qu'habitant du quartier, commerçant et usager des différentes infrastructures. Donc c'est pour ça qu'on fera appel à vous pour venir débattre plus en détail et exprimer vos besoins sur ce projet dans les mois qui viennent, à différents stades d'ailleurs du projet qui va se dérouler vraisemblablement sur plusieurs années. J'en profite pour rappeler que la démocratie participative est un des axes majeurs de notre politique et qu'on est en train de réfléchir à un plan plus global de démocratie participative qui englobera une douzaine de projets et d'instances diverses et variées, dont certains sont lancés, par exemple ce projet, et en termes d'instances, on élabore un bilan de la commission extrême municipale qui va se faire dans cette approche de concertation avec les personnes qui ont pu travailler sur cette commission depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, construction globale avec des tests qui vont nous apprendre à apprendre comment fonctionne la démocratie participative et, je me répète, un appel aux Mélanais pour qu'ils viennent nous rejoindre et nous exprimer leurs besoins. Merci Michel. Donc effectivement, cette partie de concertation pourrait être lancée par exemple sur la dénomination de ce projet. Donc l'appel est ouvert. Donc concernant repenser les équilibres à l'échelle du quartier, l'idée n'est pas de localiser le projet sur un seul point. Comme nous l'avons dit, c'est une vision globale. Une vision globale pour une vitrine de la ville, une vision large. À ce titre, la zone, les Éguinards, la Rivirée, la place de la Louisiane, toute cette zone est à conserver en perspective dans le discours. Comme nous l'avons dit, c'est un secteur rayonnant, avec un axe de projet est-ouest et nord-sud, du fait avec les éléments, les différents équipements, une grande densité de population, une forte demande en activité, en loisirs, en mobilité, avec les équipements qui ont été cités par les conseillers, et un grand trafic et routier et passage piéton. Il faut aussi noter les commerces, le marché, notamment au niveau de la place de la Louisiane, le marché bio qui est un des plus grands marchés bio de l'agglomération, à noter. Cela, par exemple, pourrait conduire à une réflexion sur la place de la Louisiane, son agencement dans cette zone par rapport à la circulation, au parc. Ça pourrait être un agrandissement de part et d'autre de la rue des Éguinards, sortir cette place de son étroitesse, modifier, la prolonger la zone de chalandise. Alors ce projet commence par l'école, une présentation par l'école, que vous pouvez voir, voilà, que vous pouvez repérer au niveau du 1. Voilà, si. Donc c'est une première construction comme l'a présenté monsieur le maire. Et actuellement, la fonction de l'école est restreinte à son rôle pédagogique et périscolaire, à savoir la garderie et puis la cantine. Nous, l'objectif, c'est donc d'ouvrir cette fonctionnalité tout en maintenant le côté structurant de l'école dans le quartier. Ça pourrait être, comme l'a évoqué Véronique, avec ouverture à des associations, LCR, des espaces de projets artistiques participatifs. Bref, répondre à des demandes et des sollicitations des habitants, des usagers et des professionnels. Bref, avoir un équipement à haute valeur et qualité éco-responsable qui s'intègre au niveau paysager et structurel, parmi les autres équipements publics et enjeux locaux, selon les financements. Donc, qui pourrait être utilisé de manière plus large pour toutes et tous. Je vous propose de voir quelques exemples, c'est vers quoi nous pouvons tendre. Voici donc, il y a l'école Flaubert qui est en train de sortir de terre à Grenoble.
avec une fonction aussi récréative, à savoir centre de loisirs. À Montpellier, il y a cette école Jean d'Ormesson qui, elle, s'intègre dans le quartier. Une réflexion a été faite en ce sens. L'école à Juvignac, Nelson Mandela, qui est une école à structure modulable. Donc il s'agit de 3 exemples intéressants. C'est ce vers quoi nous pouvons tendre, voir, faire mieux. Pour ce faire, l'équipe municipale, nous sommes je suis les pilotes animateurs, accompagné de Monsieur l'adjoint, Monsieur James, l'adjoint, Monsieur Collet, Antoine Naillan, conseiller, et Jean-Baptiste Caillé en tant que conseiller. Mais il y a aussi besoin de tout le monde, comme l'a évoqué Michel, les habitants, les associations, tout le monde, les professeurs comme les élèves, les commerçants comme les parents et les périscolaires. Mais pour réussir ce projet, nous avons aussi besoin d'être accompagnés par des professionnels. Par des professionnels. Donc la mairie, à ce stade-là, est maître d'ouvrage. Elle sera accompagnée par une assistante à la maîtrise d'ouvrage qui opérera à travers la sagesse. Et cela se déroulera en 3 grosses étapes, une phase de programmation, de conception et de réalisation. Ce qui nous amène au planning. Je vais être rapide pour ne pas rentrer dans les détails. Les codes couleurs sont assez clairs, je pense. Donc le lancement, la consultation du programmiste est en cours. L'élaboration d'un pré-programme se fera avec le programmiste. Et là, un point de concertation sera nécessaire pour que le programmiste ait des éléments à amener pour la rédaction de son programme afin de nous amener au concours de la maîtrise d'œuvre et au choix de l'architecte. Une fois la phase de conception par l'architecte, un autre point de concertation sera là encore nécessaire, qui après nous conduira à la phase de construction. C'est tout ce calendrier, évidemment, sera suivi par un groupe de suivi qui pourra être constitué par la commission extra-municipale ou un autre groupe. Je vous remercie de votre attention. Avant de passer la parole à Monsieur le maire, je tenais à préciser que Monsieur Novarina, le professeur de l'ENSAG, et l'assistante à la maîtrise d'œuvre auraient dû venir et présenter exposer leur projet, mais du fait de la situation, je les excuse. Et je tenais aussi à remercier Madame Muriel Cargoat, l'archiviste, pour les documents qu'elle nous a aimablement fournis pour cet exposé. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Merci, Melvin. Des questions sur le chat, Ilyes? Oui, donc nous avons 2 questions. Une première question de Monsieur Chartier. L'école des Balières a été conçue en intégrant une équipe d'enseignants avec les architectes. Les enseignants sont-ils identifiés comme une partie prenante à la conception de cette école? Véronique, tu veux répondre à cette question? Bien évidemment, les enseignants feront partie des intervenants pour élaborer ce projet, comme les élèves, comme les habitants, comme les commerçants, les usagers du quartier, et même tous les Mélanais d'ailleurs, que ça intéresse. La deuxième question est de la part de Delphine. Pouvez-vous nous donner le calendrier prévisionnel de cette construction et de la concertation et de la conception préalable? Donc là, c'est peut-être Mathieu? Non, c'est Melvin? Exactement. Le calendrier prévisionnel et la seconde partie, j'ai pas compris. Pouvez-vous nous donner les éléments du calendrier prévisionnel? Ok. On les a eus sur la diapo, hein, donc je pense que la question a été posée avant que la diapo soit présentée en fait. Donc je précise que c'est un chantier qui se déroulera sur le mandat avec une livraison d'ici
de manière prévisionnelle 2024, avec les aléas que nous connaissons qui peuvent évidemment augmenter le délai. Très bien. Et d'autres questions, Ilyes? De Vincent, comment intègre-t-on le groupe de suivi extra-municipal? Michel ou Antoine Jeanne? Ton micro, Michel, il faut que tu appuies. Voilà. Comme je l'ai précédemment indiqué, c'est un projet qui démarre, donc il sera naturellement intégré au processus de démocratie participative et par ce fait sera pris en compte par la commission extra-municipale dès sa première réunion. Donc en fait, aujourd'hui, il existe une commission extra-municipale qui va être revisitée, comme ça a été dit par Michel Orlac. C'est sûr que la concertation doit se passer, comme ça a été dit, avec différentes personnes, les enfants, les enseignants, mais les gens du quartier. Nous verrons comment cette concertation sera mise en place. Elle pourra être mise en place aussi avec différentes personnes à différents moments. Et la commission extra-municipale, j'imagine, va jouer son rôle de surveillance globale de toutes les questions d'urbanisme sur la ville. Antoine, tu veux dire un mot là-dessus ou... Antoine Jam, adjoint à l'urbanisme. Oui, juste effectivement pour compléter, nous sommes en train de redéfinir le fonctionnement de cette future commission extra-municipale qui va travailler sur toutes les thématiques d'urbanisme et d'environnement. Donc naturellement, la construction de cette nouvelle école et le cadre plus global qu'a présenté Melvin sont typiquement dans le scope de cette commission extra-municipale. Donc nous sommes en train de travailler sur comment l'organiser. Il y aura sûrement un groupe de travail plus spécifique autour de l'école. Donc ça, c'est en train d'être organisé dans les prochaines semaines, puisque nous avons un planning quand même assez serré. Donc il va falloir... donc voilà. Donc on est en train de définir tout ça. Et naturellement, je crois qui s'est visiblement manifesté, comment je fais pour m'inscrire dans ce groupe de suivi, eh bien voilà, on va prendre son nom pour le recontacter, bien évidemment. Ilyes, il y a d'autres questions? Donc une autre question de Silus, plus globalement, qui seront les parties prenantes? Melvin. Oui. Voilà. Donc, concernant les parties prenantes, évidemment, il s'agit d'un projet large à fort impact. Il y aura évidemment nous, la ville, qui sont maîtres d'ouvrage, un groupe de pilotage avec l'assistante en maîtrise d'ouvrage, un comité technique constitué d'élus et de professionnels, à savoir l'assistante maîtrise d'ouvrage et les programmistes, et après par la suite l'architecte et les maîtres d'œuvre un peu plus tard. Et il y aura aussi, toujours pour répondre plus directement à cet aspect de gouvernance, l'équipe suivie et, comme l'a évoqué Antoine, la commission extra-municipale. Des questions dans la salle, peut-être aussi? Alors, on a une question par téléphone. On a une question par téléphone. Quel budget la municipalité souhaite-t-elle engager? Pardon, j'ai pas entendu la question. Quel budget la municipalité souhaite-t-elle engager? Ah oui. Donc le budget prévisionnel, peut-être que... Bon, je peux répondre. Le budget prévisionnel pour l'ensemble du projet est réfléchi entre 8 à 10 millions d'euros. C'est l'engagement qui comprend l'ensemble de la reconstruction des deux écoles et puis aussi les espaces publics qui vont être réfléchis pour accompagner les écoles. Comme ça a été dit, c'est un projet global d'amélioration du cœur du quartier. Donc voilà, c'est cet ordre de grandeur de budget. Question de Pissenlit du 38.
Pourquoi avoir choisi ce groupe scolaire parmi toutes les écoles de Mélan? Donc, je reviens sur ce qui a été présenté précédemment. Il s'agit d'ouvrir cet équipement à des fonctions plus larges, ne plus restreintes sur un domaine éducatif, pédagogique, mais l'ouvrir à un domaine éducatif, social, culturel, pour améliorer le quartier et mettre en valeur le quartier. Monsieur Yem, oui, il y a aussi l'âge de l'école, on l'a vu, 1954, donc ça fait partie des éléments de choix. Évidemment, l'école de Maupertuis, qui est beaucoup plus récente, par exemple. Mais c'est vrai que l'école du Haut-Mélan, pour la partie de l'école élémentaire, est plus ancienne. Mais quelquefois, les bâtiments plus anciens sont moins énergivores que les bâtiments des années 60. Monsieur Yem a envie de poser une question. Oui, j'ai une question simple. Quelles sont les dispositions en fait envisagées, parce qu'il y aura déconstruction, reconstruction d'une école, donc 3 années scolaires à vivre pour les enfants, où ils vont être relogés, redistribués où? L'idée, Melvin? Bon, c'est pour faire court, la rénovation, la destruction, reconstruction d'une école est un projet classique de la part de la sagesse à travers l'assistante de maîtrise d'ouvrage. Dans ce schéma-là, cette problématique est évidemment réfléchie, et donc des solutions seront bien évidemment envisagées dans le secteur et de manière intelligente. Et on peut déjà dire que, en fait, on peut construire l'école en maintenant l'ancienne école. Ça, c'est une des options qui est souvent prise. Puis les élèves et les professeurs sont transférés dans la nouvelle école et l'ancienne école est détruite. Donc ça, c'est un jeu de chaises musicales qui fait que, de fait, l'école n'est pas perturbée et l'enseignement et la vie scolaire n'est pas perturbée, enfin forcément perturbée parce que c'est à proximité de l'école qu'on construit une nouvelle école, mais perturbée par le bruit sûrement, et puis voir les tractopelles faire le travail. Je ne sais pas si c'est une perturbation, souvent les élèves aiment bien regarder les travaux. Voilà, surtout si auparavant, avec leurs professeurs, ils ont imaginé l'école idéale, comme c'est prévu que ce soit fait. Mais c'est plutôt souvent, quand c'est possible de le faire dans l'espace, c'est souvent par un jeu de chaises musicales que nous perturbe le moins possible les années scolaires, en fait. Je ne sais pas si ça répond. Il y a d'autres questions? Oui, Yes. d'autres questions. Monique, monsieur Gibson a parlé d'un autre groupe éventuel, si ce n'est pas la CEM, mais encore. Ah, ben, on a déjà en partie répondu à ça. En fait, c'est pas fixé. C'est sûr que la commission extra-municipale d'urbanisme et d'environnement va exister. Les groupes de démocratie participative qui vont être mis en place pour accompagner le projet, leurs périmètres ne sont pas encore réfléchis, et ça fera partie, il va falloir aller vite, puisque si vous regardez le calendrier, le concours de maîtrise d'œuvre est annoncé pour la fin de l'année scolaire 2020-2021, donc il va falloir aller vite avec le programmiste et donner les idées. Mais ça va se mettre en place dans les semaines, les mois qui viennent. Autre question de Stéphane. Bonsoir. J'aimerais savoir s'il est prévu de faire appel à un maximum d'entreprises locales pour intervenir sur le projet. L'économie locale va de pair avec l'écologie. Dominique Pernot. Je te répète la question. J'aimerais savoir s'il est prévu de faire appel à un maximum d'entreprises locales pour intervenir sur le projet. Non, moi, j'ai bien compris la question. Je crois que Mathieu avait envie de répondre. Ce qu'on peut dire,
Mais ce que je peux quand même apporter, puisque je m'occupe de la commande publique, c'est qu'on est en train de réfléchir à une commande publique responsable. Et bien évidemment, dans cette commande publique responsable, l'idée de faire appel à des entreprises qui sont le plus proche possible de notre bassin de vie sera privilégiée dans la mesure des contraintes légales qui nous sont imposées. Mathieu, compléter ? Oui, Dominique l'a bien dit, hein, c'est légalement ou juridiquement, il y a des façons de formuler les contrats pour essayer de favoriser les entreprises locales, mais on ne peut pas l'écrire tel quel dans les appels d'offres, sinon ils sont caducs. Donc il y a tout un travail qui doit être fait pour permettre ce type de marché. Donc c'est pas faisable tout le temps, mais on essaiera de le faire le plus possible. Très bien. Il y a une question dans la salle de Madame Sabot-Nadière. Non, je voulais simplement savoir si ce projet était à nombre de places égales ou si vous avez pensé à une augmentation de la capacité, puisque je crois que la URG donnait une augmentation du nombre d'enfants en lien avec les constructions récentes. C'est Véronique ou c'est Antoine qui a suivi cette étude de la URG, ou Véronique était là aussi? Oui. Oui, Antoine. Oui. Tiens, Antoine. Oui. On est en train de retravailler effectivement avec l'agence d'urbanisme. On les voit d'ailleurs demain après-midi pour refaire le point, pour qu'ils remettent à jour leur étude sur les besoins en matière de classe. Donc on est en plein travail pour effectivement dimensionner, s'assurer qu'effectivement l'école sera en capacité de dimensionner effectivement les besoins en tenant compte des projets importants comme celui de PLM. Donc on a une autre question au téléphone. Est-ce que le projet inclut la salle audiovisuelle? Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui dans l'école... oui, Antoine. Oui, simplement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que le projet c'est centré autour de l'école, et que l'objectif c'est de réfléchir au niveau du quartier, et donc la salle audiovisuelle est bien sûr dans le périmètre du projet. Voilà, donc ça sera pris en compte. Si la salle audiovisuelle, la fonction de la salle audiovisuelle était importante pour... j'imagine, moi je suis habitant de ce quartier aussi, c'est important, elle a une véritable fonction dans la ville. Cette salle, il faut bien sûr essayer de la préserver, voire l'augmenter, l'améliorer, et ça doit faire partie vraisemblablement des besoins qu'on doit exprimer aux programmistes, puisque pour les non-spécialistes, un programmiste, il énumère toutes les fonctions dont on a besoin, permet d'écrire le cahier des charges qui sert au cabinet d'architectes pour dessiner l'école à partir du programme fait par le programmiste. Donc cette première période est importante parce que c'est là où on identifie toutes les fonctions qu'on veut que la construction, la nouvelle construction permette. Donc c'est là que se font aussi les arbitrages. Ensuite, l'architecte va donner une forme spatiale à l'ensemble des arbitrages qui auront été mis en place. Nous avons plein de questions, il reste 8 minutes. Ilyes, s'il te plaît. Donc nous avons 3 questions en lien avec le Haut-Mélan. Donc la première, c'est de François. À quand la reconstruction de l'école maternelle du Haut-Mélan? 2 questions de filles. Je ne sais pas si c'est Philippe ou... Donc allons-nous attendre parler peut-être d'une cantine au Haut-Mélan ainsi que des rénovations dans cette école? Et la deuxième, des fuites d'eau à l'école du Haut-Mélan, les enfants dorment avec des seaux d'eau, une rénovation pour le bien des enfants est envisagée. Véronique, c'est toutes les écoles du Haut-Mélan, à moins que... Mathieu, oui. Mathieu, Véronique, alors on commence par les seaux d'eau ou Mathieu, les seaux d'eau? Allez, sur les seaux d'eau. Donc je suis au patrimoine bâti, il y avait une petite photo de moi avec ma délégation. Malheureusement, c'est un thème récurrent sur beaucoup de bâtiments de Mélan, et donc c'est une de nos priorités, pas que les écoles, tous les bâtiments.
et ça sera traité au fur et à mesure. Il n'y a pas forcément de priorisation pour le moment, en tout cas mis sur le Haut-Mélan. Par contre, sur la cantine scolaire du Haut-Mélan, c'est un de nos engagements à 6 mois, et on lancera un début de concertation. Ça ne va pas se faire sur 6 mois, hein, mais on lancera un début de concertation 6 mois après notre élection, donc il doit nous rester 2 à 3 mois. Donc ça sera lancé, et c'est bien un sujet qui est mis en visibilité. Donc c'était un engagement de campagne pour nous d'essayer de trouver une solution sur la restauration scolaire du Haut-Mélan. C'est pas parce qu'il y a un projet sur les Éghinards que nous entreprendrons pas ce projet d'essayer de trouver une solution sur la restauration scolaire du Haut-Mélan. Pour ce qui concerne les fuites d'eau du toit, moi j'ai visité l'école en début d'année. Les services m'ont dit que le toit de l'école maternelle du Haut-Mélan avait été tout refait cet été, et donc il n'y a plus de fuite d'eau. Donc Phil Bill avait peut-être ses enfants l'année dernière dans cette école. Peut-être il reste quelques fuites, mais en tout cas la personne en charge dans les services avec qui nous avons visité, Mathieu, nous a bien précisé que c'était normalement tout réparé pour la rentrée scolaire. Donc voilà, et tant mieux. C'était quoi la troisième question pour le Haut-Mélan? Ah ben ça y est, on a déjà répondu. Ok, très bien. Et pour la cantine, il me semble que vous avez déjà rencontré, Véronique et puis Mathieu, les parents d'élèves, non? Non. Ah, pas pour ça. Juste revenir... On t'entend pas. Juste revenir sur la question des fuites d'eau. En fait, pour compléter ce que monsieur le maire disait, il y a un courrier qui a été envoyé aux parents, en tout cas aux délégués de parents d'élèves, pour rappeler pour informer sur les réparations du toit. Et en ce qui concerne l'emplacement, on n'a pas. Il y avait une question sur l'emplacement du restaurant scolaire. Pas encore, alors, l'emplacement du restaurant scolaire n'est pas encore défini, puisqu'on va mettre en place une concertation. Donc, les parents avaient déjà été interrogés les années précédentes, mais on va reprendre la concertation. Et il y a plusieurs choix qui sont possibles, enfin plusieurs possibilités, on va dire, c'est pas illimité non plus. Hein. Donc, c'est ou l'agrandissement de la cantine de la maternelle, ou l'utilisation du terrain de sport qui est sous les commerces. Et une autre option, mais qui n'avait pas eu grand succès, c'était le préau de l'école primaire. Voilà, mais on va revenir à notre sujet, si c'est possible, Yes, parce que là on a beaucoup d'auditeurs visiblement dans le Haut-Mélan, mais le sujet du soir, donc on pourra prévoir une heure citoyenne sur la restauration scolaire dans le Haut-Mélan. J'ai l'impression que c'est un sujet intéressant. Il y a d'autres sujets? Oui, alors 3 questions qui ont le même rapport. Donc la première, c'est de Delphine. On a entendu parler d'une construction de la nouvelle école sur le terrain à côté des tennis à Soré. Le parc sera-t-il préservé dans son intégralité? Et la dernière, il faudra faire attention aux espaces très utilisés par les jeunes. Est-ce que le Page et le City Stade seront préservés pendant la durée des travaux, par exemple? Donc, Melvin répond. D'accord. Melvin Gibson. Merci. Donc, je rappelle ce projet. Nous avons cité l'école. Effectivement, nous pointons l'école, mais ce projet est à voir dans sa globalité. La question à se poser, c'est l'école, l'équipement au sein du parc des Éghinards. Comment le mettre, comment l'agencer, afin qu'il s'intègre, afin que le quartier autour s'intègre, afin que les équipements publics y soient intégrés, tels que la salle audiovisuelle, comme dans une question précédente. Il y avait l'espace jeune, évidemment. L'équipement sera ouvert aux associations, à différentes structures, et il faut vraiment penser ce projet comme quelque chose de global. C'est un aménagement urbain qui va de la place de la Louisiane jusqu'à la rue Virée,
et en prenant en compte le parc. Donc c'est vraiment toute une zone qui est à réfléchir avec Oui. vous, les Mélanais. Oui, et je pense sur le principe en tout cas, parce que dans la réalité, tant que c'est pas dessiné, déjà qu'il n'y a pas la programmation et que c'est pas dessiné, c'est un peu difficile de répondre aux questions très précises. Mais de nouveau, si le point accueil jeune, doit exister, il peut être reconstruit avant d'être bougé. Donc voilà, on peut appliquer le même principe que ce qui a été donné tout à l'heure pour l'école, de la chaise musicale, pour pas mal de fonctions. Le dernier point, puisqu'il est 20h29 et que nous allons terminer cette heure citoyenne, le dernier point, je ne pense pas que ça a été dit, mais les gens qui s'inquiètent un peu de la place, il y a aussi un arbitrage qui va devoir être fait assez rapidement sur les gymnases, et en particulier le gymnase des Éghinards qui est juste à côté. Donc ça aussi, ça fait partie du projet. Une des options, ce serait comme ça a été montré sur la carte tout à l'heure, si on peut revenir en arrière, juste une seconde. Voilà, c'était le point 9. Vous voyez que le gymnase de la Revirée est tout près, et le gymnase des Éghinards. Donc une des options serait de faire de ces deux gymnases assez vieillissants aussi, même très vieillissants pour la Revirée, de reconstruire à neuf un de ces gymnases. Donc nous vous parlerons de ce projet plus tard, mais c'est aussi un projet qui est moins long dans le temps, donc il n'est pas obligé de démarrer dès le début. Mais voilà, c'est tout un ensemble, comme ça a été dit, qui doit être pensé et réfléchi sur cette reconstruction. J'ai une question encore Oui, au téléphone. Qu'est-ce qu'il est prévu pour le centre de planification le 12, qui est dans le bâtiment de l'école maternelle? Pareil, il faut qu'il soit intégré dans la réflexion et dans la programmation, si on veut le garder ici, sous quelle forme? Est-ce que ce centre de planification prend les mêmes formes aujourd'hui, quant à l'accès, quant à ses fonctions sociales, et l'intégrer, si besoin, dans la reconstruction, puisqu'il fait partie actuellement, il est dans le prolongement de l'école, directement. Je crois qu'on va s'arrêter ici, et passer maintenant formellement au conseil municipal, la seconde partie du conseil municipal, avec la discussion et le vote des délibérations qui sont soumises au débat. Oui. Nous mettrons bien sûr l'ensemble des évolutions et des informations disponibles sur le site internet, et nous informerons l'ensemble des Mélanais sur le journal municipal. Si toutefois il y a des personnes qui n'ont pas vu de réponse à leurs questions ou qui ont encore des questions sur le sujet, qu'elles n'hésitent pas effectivement à nous les transmettre via le site internet pour qu'on puisse leur répondre ultérieurement. Merci.